l'agriculture, jusque dans les années 70, avant la création du canal de la Durance, un petit peu avant même, je pense. C'était surtout des champs, c'était des vignes, et il y avait une petite coopérative vinicole où les vignerons venaient broyer leurs grappes de raisin pour récolter le fruit d'une récolte commune. Et puis ensuite est arrivée l'aspersion avec le canal qui relie Serponçon à la ville de Marseille et qui a favorisé l'expansion d'une forme d'agriculture beaucoup plus rentable, très juteuse à l'époque. C'était l'arboriculture, donc la culture des pommes notamment. Et donc c'est un village dont l'économie est basée autour de cette culture de la pomme. Donc c'était un petit village pauvre à la base, qui est resté pauvre par la suite, mais avec des habitants qui sont devenus riches. Choses qui sont remises en question depuis récemment, depuis la crise de la pomme, le gel de cette année, la fermeture des frontières, je ne vais pas y revenir dessus. On a des commerces, on a un petit proxy que je vais rouvrir en début d'année. J'ai trouvé un repreneur. J'ai même rouvert le bar-restaurant qui était parti en liquidation judiciaire. Juste une petite aparté, il faut savoir qu'en France, il y a 52% des fonds de commerce qui sont en redressement judiciaire. Ça, vous le savez peut-être pas, mais il faut le savoir. 52%. Alors, c'est une mesure conservatoire, le redressement. Hein. Ça ne se suit pas forcément d'une liquidation, mais il y a 52% des fonds de commerce qui sont en redressement judiciaire. Et ça s'est bien illustré sur le village, puisque on faisait partie de ces 52%, et tous les commerces, sauf la boulangerie, sont partis en liquidation judiciaire, et j'ai pas mal pagayé derrière pour pouvoir trouver des repreneurs et essayer d'adopter des mesures incitatives pour faire reprendre les commerces. Ce à quoi j'ai la chance d'être parvenu. C'était du travail, mais on y est arrivé. Je me suis présenté en 2014. Je suis podologue de métier. Et c'était le village de mes grands-parents, où je venais passer mes vacances depuis que j'étais gamin. Et donc, j'ai fait comme les saumons, je suis venu, je suis remonté à la source. Je ne me suis pas encore reproduit, mais peut-être que ça viendra un jour. Ah, merci, je vous remercie. Moi aussi. J'ai 37 ans et j'ai pas la télé chez moi. Et c'est peut-être pour ça que j'ai eu le temps de penser à ce qu'était peut-être la vie, l'avenir du village, voir comment il était administré, et forcément, comme un jeune, penser que je pouvais faire mieux. Et donc, il a fallu réfléchir très très longtemps. J'entendais monsieur tout à l'heure parler d'hypothétiques façons de faire par derrière, qui peuvent s'assimiler à des complots. Ça existe aussi au niveau local. Dès qu'on a des êtres humains, on en voit l'expression de toutes ces facettes. Et en fait, j'ai appris que le maire qui devait succéder à l'ancien maire, ça devait être son fils. Bon, alors le népotisme, ça m'a jamais trop... ça m'a toujours un petit peu énervé. Donc il a fallu que je réunisse quand même pas mal de forces à l'intérieur, réfléchir aux tenants et aux aboutissants, sachant que c'était pour moi une opération sans filet en fait, hein, parce que quand vous vous lancez dans une entreprise pareille, vous déstabilisez forcément toute une organisation locale hiérarchique qui, en cas d'échec, peut sévèrement vous cuire. J'ai formé ma liste, doucement. J'ai fait campagne, j'ai fait des réunions publiques, j'ai fait des tracts, on a fait beaucoup de porte-à-porte. Et puis finalement, ça a payé, on est passé au premier tour à liste entière. Voilà. Et c'est une belle aventure humaine, croyez-moi, c'est extraordinaire de sentir tout cet élan que vous avez pour une partie de votre histoire personnelle et familiale. Et de voir que vous êtes animé par l'envie que tout se passe bien pour les gens qui habitent dans le village.
Là, c'est vraiment sans distinction sociale, ethnique, quoi que ce soit. C'est vraiment... On donne tout pour tout le monde. Même les gens qui disent du mal de vous. On les connaît toujours d'ailleurs. Mais on aide tout le monde. Ça, c'est super important. Et je voudrais remercier M. Ponce de m'avoir invité. J'ai effectivement intervenu aux 10 ans de l'UPR. C'était aussi un joli moment. C'était un joli moment. Ouais, mais pour tout le monde, c'était chouette. Il y avait une ferveur extraordinaire. On a tous cru qu'on allait pouvoir arriver à... On a tous cru on a pensé que tout le monde avait compris qu'il se passait quelque chose et qu'il y avait une prise de conscience généralisée sur le fait qu'on était en train d'assister à la disparition de notre pays, quoi. Et c'était vraiment une très belle journée. Présenter la mairie, je suis arrivé donc en 2014 en fonction. Excusez-moi, j'ai un peu de fièvre et je vais me boucher. Et en fait, je me suis aperçu que le village était endetté à hauteur de 1 200 000 euros pour 300 habitants. Donc ça fait beaucoup. Bon, j'ai essayé de comprendre un petit peu comment ça avait été possible. Je ne rentrerai pas non plus dans tous les détails. Tout à l'heure, on se demandait ce qu'il fallait faire pour pouvoir changer les choses. Mais il faut comprendre qu'un être humain, ça reste un être humain et que parfois, quand vous parliez des problèmes de marché, d'attribution de marché, les choses pouvaient devenir très compliquées au niveau local. Et que peut-être, il y avait pu avoir certains abus, poussés aussi par le système des subventions. Je ne sais pas si vous savez, mais les subventions, c'est jamais gratuit. C'est-à-dire qu'aucun projet n'est financé à 100%. Et ça présuppose un apport de la commune en conséquence qui parfois se voit augmenter sur la part annoncée au début. Donc c'est ce qui a été le cas chez nous. Et on a refait des réseaux à l'intérieur en 2012. Et la facture s'est élevée à 2 millions d'euros. Il n'y a eu que 800 000 euros de récupérer difficilement. Donc les premières choses qu'il a fallu que je fasse quand on est arrivé en fonction, ça a été de consolider 2 prêts relais qui avaient été accordés par une banque, alors que la banque devait certainement à l'époque avoir les données des rentrées fiscales de la commune. Est-ce qu'il y a des choses qui ont été dissimulées? Je ne sais pas comment c'est passé. En tout cas, ils ont accordé un prêt qui était disproportionné avec les entrées fiscales qu'on avait. Donc il a fallu tout simplement faire une consolidation du prêt, c'est-à-dire répartir, c'est très gentil, merci, répartir ces prêts sur 25 ans. Donc quand je suis allé à la préfecture demander un peu d'aide, dire que je ne comprenais pas comment ça avait pu se produire. On m'a dit, mais vous savez, monsieur le maire, c'est le lot des petites communes rurales, c'est-à-dire pendant 25 ans on fait rien, et puis au bout de 25 ans, on en fait trop. Donc, démerdez-vous, monsieur le maire. Alors, du coup, bon, j'en parlerai peut-être après, j'ai pu essayer de réinventer toute une méthodologie pour essayer de faire des travaux qui coûtait le moins cher possible. C'est-à-dire, malheureusement... Merci. Elle est chouette. C'est-à-dire, malheureusement, éviter de faire travailler les entreprises et faire des travaux en régie, c'est-à-dire utiliser nos employés communaux, voilà, et utiliser le fait qu'on les emploie de toute façon. Donc, on va essayer de tirer le meilleur d'eux-mêmes et de leurs compétences pour faire des travaux qui seront nécessaires. Notamment, on a fait beaucoup de travaux sur la réduction d'eau. Et on a creusé nous-mêmes 1,5 km de tranchées. En fait, on a fait des petites erreurs. C'est vrai qu'une entreprise de TP aurait fait ça peut-être mieux, plus vite. Mais en tout cas, nous, on l'a fait pour moins cher. Voilà.
Il y a, tout à l'heure, vous parliez des syndicats intercommunaux à vocation multiple, les SIVOM. Je suis retombé sur un papier de la mairie qui date de 1979. C'était mon année de naissance. Qui instaurait la création de ce syndicat intercommunal à vocation multiple. Et alors le but affiché de l'opération à l'époque, le slogan publicitaire, c'était pour favoriser le développement économique du territoire. C'était marqué noir sur blanc, signé par le préfet de l'époque. 37 ans plus tard, je me dis que ça devait être triste à l'époque. Je ne vois pas en quoi le fait d'avoir fait ce syndicat à l'époque a pu développer localement l'économie. Bon, pourquoi pas, travailler ensemble, c'est jamais mauvais. Mutualiser les intelligences, les projets entre communes, je trouve que c'est une bonne idée. Seulement, j'ai l'impression, en regardant cette loi NOTRe et ce qui est en train de nous tomber sur le coin du visage, qu'en fait, c'était pas forcément l'objectif qui était poursuivi, en fait, à nous dire qu'il fallait travailler ensemble. La loi NOTRe qui a été votée, je crois, c'était pendant les vacances, en 2015. Elle a été votée un petit peu, pardon ? En plein milieu d'une polémique. Oui, en plein milieu d'une polémique. Elle vise en fait à transférer un maximum de compétences qui sont dévolues aux communes à l'intercommunalité. Parce qu'entre-temps, depuis 1995, les SIVOM ont disparu et sont devenus intercommunalités. Voilà. C'est-à-dire que ces groupements de communes, qui sont représentés par la tête de, je ne sais pas si on pourrait dire l'exécutif, non, pas l'exécutif, mais en tout cas c'était à l'époque constitué par les différents maires des différents villages que l'intercommunalité regroupait. Et ça a été au départ chargé de la compétence des ordures ménagères. Voilà. C'est vrai que dans les petits villages de communes, on avait tendance à brûler les déchets sur place. Donc effectivement, ça a pu avoir du bon au niveau de l'écologie et de l'environnement, de mutualiser une intelligence technique pour arriver à la résolution d'un problème qui concernait l'ensemble du territoire. C'est vrai. Le problème, c'est que ça ne s'arrête pas là. Et que de plus en plus, en fait, on nous demande de transférer des compétences. Vous avez certainement eu vent du transfert de l'urbanisme. Donc l'urbanisme, quand on est maire, on décide de qu'est-ce qu'on va construire et où. On décide par des documents d'urbanisme qui peut être le plan d'occupation des sols, le plan local d'urbanisme, la carte communale, le règlement national d'urbanisme, enfin il y a 5 différents documents, sous contrôle de la DDT, qui est un organe de l'État. Comment on va occuper l'espace? Donc si on veut plutôt favoriser l'habitat, l'industrie, le commerce, voilà. Et ben ça en fait, c'est fini. Ça peut être bien aussi. Quand on lit les documents de la région qui font la publicité du plan local, local d'urbanisme intercommunal, on nous dit que, attendez, rationnellement, le monde change, l'occupation du terrain est primordiale dans le développement d'un territoire, et c'est bien d'avoir une réflexion concertée, mutualisée, et d'organiser sur un territoire plus vaste le tissu économique par l'urbanisme. C'est vrai. Le problème, c'est qu'on enlève aux communes la compétence et qu'en fait, on éloigne le centre décisionnel en le faisant remonter à l'intercommunalité. Dans un souci d'intelligence rationnelle, on pourrait dire qu'effectivement, ça peut être une bonne chose. Le problème, vous voyez, c'est que j'ai quelque part l'impression qu'on est en train de changer le pouvoir de main, petit à petit. Il ne faut pas oublier ce que c'est qu'un maire.
c'est celui qui est là pour les citoyens de sa commune. Il a été élu par des gens qui lui font confiance. En tout cas, il faut que la majorité des gens qui... Il faut que la majorité ait voté pour lui. Et à partir de ce moment-là, il représente, on peut dire, de par l'implantation et la dissémination dans la population de ces conseils municipaux, il représente des intérêts. Il représente des intérêts qui sont ceux, proportionnellement à ceux d'un maximum de citoyens. Vous comprenez ? Le problème, c'est que plus on va décaler ces compétences à l'intercommunalité, et plus les centres décisionnels vont s'éloigner des citoyens. C'est la même chose. Donc ça a provoqué un tollé chez les maires. Ça a provoqué un tollé chez les maires, parce qu'il y en a qui sont aperçus qu'on était en train de leur confisquer le pouvoir sur leur commune. On transfère l'eau à la métropole, c'est normal, ça alimente tellement de gens, c'est tellement important qu'il faut une rationalisation très importante, avec 1 kilomètre de canalisation, vous arrosez presque 100 000 habitants, quelque chose comme ça. Le problème, c'est que dans les petites communes, il faut 3 km de canalisation pour alimenter 300 personnes. Donc en fait, vous avez un coût d'entretien et de mise en place des réseaux beaucoup plus important que ceux qui sont en ville. Et on ne pourrait pas facturer l'eau au prix de revient. Ce n'est pas possible. Donc, il y a un principe en comptabilité administrative ou publique qui dit que le consommateur n'est pas forcément l'usager. Ce qui peut être valable, par exemple, dans une ville où une entreprise va consommer énormément d'eau, vous voyez ce que je veux dire, et où une mamie ne va pas consommer grand-chose. Chez nous, tout le monde a l'eau et tout le monde se sert de l'eau à peu près de la même façon. Et donc ce principe du comptable qui dit qu'il y a une différence entre l'usager et le consommateur, eh bien c'est qu'il y a au budget du village, en fait, il y a un budget annexe, il y a le budget principal qui concerne l'investissement et le fonctionnement, et puis il y a un budget annexe. Et ce budget annexe, c'est le budget de l'eau. Seulement quand on prend les dépenses de l'eau, et quand on regarde en face les rentrées qui ne sont que la facturation de l'eau, des gens, de la consommation, le budget est en déficit. Et comme ce sont nous-mêmes qui administrons la commune, on a plutôt tendance à dire, attendez, c'est quand même un service public, l'eau, aux habitants, donc on va prendre du budget général, et on va venir combler le déficit de l'eau. Parce que contrairement à l'État, une commune ne peut pas voter son budget en déficit. Chaque année, les budgets sont équilibrés. Donc le déficit public, c'est pas les communes qui le font. Donc on compense. Le problème, c'est que si on passe ça à l'intercommunalité, on ne pourra plus compenser. Donc, moi je sais que j'ai 50 000 euros que je dois combler chaque année. Le village à côté, qui est un village riche, qui a de grosses rentrées d'argent, parce qu'ils ont une belle décharge qui leur rapporte bien de l'argent. Ce village riche, lui, il a 200 000 euros à combler, pour 500 habitants. Donc du jour au lendemain, vous divisez par le nombre d'habitants, et puis vous regardez combien la facture va s'alourdir. Donc ça, c'est un gros problème. On peut pas laisser faire sans remous. Donc, je suppose que ça a dû être entendu par le législateur, et avec les informations que j'ai, c'est pour ça que ça marche bizarrement la démocratie en France quand même, mais je sais qu'en fait a été montée une commission parlementaire d'étude de ce transfert de compétences,
tout en sachant que le législateur laissait la possibilité pour les communes de pouvoir transiger avec ce transfert de compétences jusqu'en 2025-2030, voire au-delà, on a dit. Donc c'est marrant parce que c'est une fois qu'on ne sait pas qui donne les instructions, mais une fois qu'on sait qu'on va donner la latitude, on réunit les parlementaires qui vont discuter de la latitude, et ensuite ils feront un retour à la population et aux maires. Ce sera même annoncé lors du congrès des maires, le 100e anniversaire dans pas trop longtemps, que finalement le gouvernement Macron laisse la latitude aux communes de pouvoir différer ce transfert de compétences à l'intercommunalité jusqu'en 2025. Il va y avoir un grand soulagement dans la salle. Les maires vont pouvoir dire on a gagné, on a gagné, on a gagné. En fait, ils n'ont rien gagné du tout parce que, entre-temps, les dotations globales de fonctionnement continuent à diminuer. Nous, on en est à zéro. Hein. Quand j'avais fait la conférence avec Asselineau, on était à 200 € par mois. C'était fou parce que 5 ans avant, on avait 34 000 € par an. Et l'année dernière, c'était 200 € par mois. Et cette année, quelques mois après le passage chez Asselineau, j'avais à zéro. Voilà. Mais enfin, je pense pas qu'il y ait de rapport. Et donc, on n'a plus que zéro. Et donc, entre-temps, on va être content parce qu'on va différer le moment où il va falloir rendre la compétence à l'intercommunalité, enfin la donner. Mais on n'aura quasiment plus rien pour entretenir les réseaux. Donc, finalement, ce sera nous qui allons supplier avant 2025 pour que l'intercommunalité s'en occupe. Vous comprenez? Et quand on en sera là, moi, ça fait plusieurs fois que je dis à des collègues, je dis, mais vous vous rendez pas compte que, en fait, les choses... Je sais pas s'il y a du déterminisme là-dedans, je sais pas si les choses sont faites, mais moi, je sens bien arriver le moment où c'est la population elle-même qui remettra en question l'existence des maires. Bien sûr. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça marche très bien, cette tactique. Hein. C'est étonnant. C'est étonnant parce qu'en même temps, les gens savent connaissent la nécessité qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe de la cité localement, qui soit accessible, qui soit joignable, qui soit corvéable à merci, il ne faut pas avoir peur de le dire, hein, c'est vraiment un sacerdoce. Hein, si vous n'êtes pas ou libéral ou retraité ou un peu inconscient, certainement, j'ai eu aussi une part d'inconscience quand je me suis lancé dans cette aventure, que je ne regrette pas. Vous pouvez pas le faire, c'est pas possible. C'est très très lourd, très très lourd. Et puis on comprend des choses terribles, plus ça avance, et puis on s'aperçoit que les choses sont terribles. Vous voyez, la loi NOTRe, elle a fixé aussi le passage du seuil de 5 000 habitants par intercommunalité à 15 000. Sauf exception en zone de montagne, où on tolérait des intercommunalités de 5 000 personnes minimum. C'est vrai que tout le monde savait chez nous que passer à 15 000 habitants, c'était peut-être pas une taille raisonnable. C'est vrai. Et puis après, il y a des intérêts politiques qui ont joué. Vous voyez. Alors quand les uns sont aperçus que ça faisait, du coup, avec la nouvelle fusion, envisager une intercommunauté de 3 droites, que les gens qui faisaient partie plutôt de la vallée, qui étaient plus de gauche et tout. Bref, on s'est tous pris les pieds dans le tapis. Et là, on a fait une intercommunalité de 26 000 habitants. 26 000 habitants qui regroupent 63 communes. Et je vous rappelle que dans les statuts de l'intercommunalité, il est possible de faire passer l'intercommunalité à une commune nouvelle. C'est fait pour. C'est-à-dire que tout est prévu dans les textes pour que quand on n'en pourra vraiment plus, il ne faudra faire qu'une seule commune. Sur notre intercommunalité, là, il y a une nouvelle salle de fusion de communes nouvelles, qui est une adaptation de la loi Marcelin 71, qui fait qu'en fait plusieurs communes peuvent fusionner, garder un maire jusqu'à la fin du premier mandat avec des maires délégués, et ensuite au mandat d'après n'avoir qu'un maire et le même nombre de conseillers municipaux en fusionnant les communes. Parce qu'on dit si on faut fusionner pour être plus fort, parce que si ensemble on fait la force, c'est super important. Seulement sur les petites communes, 0 plus 0, pour les anciens profs de maths, ça fait toujours 0. Et vous pourrez fusionner autant de communes que vous voulez qui pèsent que dalle.
vous aurez un gros que dalle, quoi, vous voyez. Par contre, au passage, vous aurez enlevé les maires, les conseillers municipaux et tous les gens qui connaissent le terrain et qui se battaient pour défendre leur petite commune et qui essayaient de ramasser de maigres subventions, certes, mais qu'est-ce qui passe dans la tête de ces maires qui pensent qu'ils vont pouvoir rapporter plus de subventions à des anciennes communes où il y avait quelques habitants, quelques centaines d'habitants? Comment on peut... Moi, je comprends pas ça. Alors après, je sais que j'ai des collègues qui l'ont fait, en plus avec l'accord des conseils municipaux, donc à partir du moment où effectivement il y a eu une espèce de... pas de référendum, je crois pas qu'ils aient fait de référendum, mais en tout cas, les conseils municipaux étaient d'accord, on peut pas reprocher à un conseil municipal de gérer sa commune comme il veut. S'il veut fusionner avec une autre commune, bah, très bien, soit que ce soit fait. Personnellement, je trouve ça dommage. Parce que une fois que toutes les compétences seront passées à l'intercommunalité, vous savez que les intercommunalités, elles aussi, reçoivent une dotation globale de fonctionnement. Et oui, c'est comme une espèce de super mairie maintenant. Donc elles ont des dotations globales de fonctionnement. Si, au 1er janvier 2018, elles veulent avoir une dotation globale de fonctionnement bonifiée, il va falloir qu'elles adoptent 9 packs de compétences obligatoires sur les 11 qui existent. C'est-à-dire que, implicitement, les communautés de communes vont pousser les mairies à lâcher leurs compétences en leur disant on va avoir plus de dotations. Si vous lâchez vos compétences, on serait capable de faire plus de belles choses chez vous. Vous comprenez? Le problème, c'est que les dotations, elles font que baisser. Donc, c'est pas parce qu'on les bonifie une année, ou transitoirement pour vous faire céder, qu'après, ça va être une Byzance. Non, ça diminuera par la suite. J'en ai presque ma main coupée. Bon, je suis droitier, donc on va mettre la gauche. Mais ce que je me dis, c'est qu'il y aura par contre une requalification de l'intérêt communautaire. Je vous explique. Les compétences passent à l'intercommunalité. Les budgets 0+0 restent sensiblement les mêmes. Entre-temps, quand on fusionne des communes, quand on fait une plus grosse intercommunalité, il y a des frais de fonctionnement qui augmentent, parce qu'il faut embaucher plus de monde pour faire tourner la machine. C'est pas parce que vous avez 2 fonctionnaires dans 2 communes que quand vous fusionnez les 2, il vous en faudra pas 2,5 ou 3. Attention, c'est compliqué. Et quand les budgets seront toujours les mêmes, et que les communes auront fusionné, est-ce que vous pensez que le président de l'intercommunalité, ou la présidente de l'intercommunalité, ne va pas dire avec le peu de sous qu'il nous reste, il faut qu'on sauvegarde surtout ce qui marche. Le bourg-centre. Ça serait trop cher de rénover tout ce qu'il y a dans ces petites communes qui ne marchent plus. Quand on parle de disparition des communes, il ne faut pas voir la disparition d'une commune comme un nom barré sur une pancarte ou sur le fait qu'il n'y aura plus de maire dans cette commune. Je pense réellement que la disparition des communes, c'est la disparition de l'habitat dans ces communes. Quand il faudra payer le mètre cube au prix où il coûte dans les petites communes, qui c'est qui va pouvoir se payer le mètre cube à 10 €? Qui va vouloir rouler sur des routes qui ne sont plus entretenues? Qui va se battre pour conserver l'ouverture des commerces? Qui? Les écoles. La loi qui est passée et qui va regrouper le CM2 avec la 6e. Loi proposée par un sénateur ancien maître des écoles. Ironie de l'histoire. C'est toujours très beau. Donc, moi, ça m'inquiète vraiment de voir qu'en fait, on a passé des centaines d'années, des décennies à payer des impôts localement pour en avoir un retour, parce que l'État était fort, pour avoir la possibilité d'investir dans nos infrastructures, d'investir dans l'espoir qu'on pourrait conserver la beauté des choses qu'on possédait quand on était enfant et qu'elles soient toujours là pour émerveiller notre vie adulte. Vous voyez? Mais en fait, non. En fait, vous continuez à payer des impôts alors que votre bien immobilier dans ces petites communes, il va valoir quoi dans quelques années? Il va valoir quoi?
j'ai pas vraiment de solution à tout ça. Je suis un homme qui, fatalement, est à la tête dans le guidon, qui est sur le terrain. Je vois bien le dysfonctionnement, je dirais même presque programmé des choses. Je connais des élus qui sont dans la politique depuis des décennies et qui me disent que mais oui, mais c'est normal, c'est comme ça. On peut rien y faire, on peut rien y faire, on peut rien y faire. Bon, c'est des gens qui ont été députés, donc c'était quand même eux qui ont voté les lois à un moment donné, donc il faut croire s'ils disent qu'ils peuvent rien y faire, c'est qu'ils n'ont pas vraiment compris ce qu'ils étaient en train de faire plutôt. Je pense que tout est excessivement compliqué, complexe, intriqué. C'est pour ça que, vous voyez, c'est vrai que parfois je peux avoir des propos, une façon de parler un peu vindicative. En définitive, je serais assez prudent à toujours voir un petit peu le blanc qu'il y a dans le noir et le noir qu'il y a dans le blanc, vous voyez. J'ai pas de solution, si ce n'est, connaissant un peu la nature humaine, de me connaître moi-même et de faire le mieux que je peux. J'ai voulu changer les choses au niveau du village. J'ai pris sur moi, j'ai pris le risque de fusiller ma carrière professionnelle, de louper ma vie amoureuse. Je l'ai fait quand même, parce que j'y croyais. Et moi, j'inviterais, si j'avais une solution, tous les gens qui sont dans la salle à réfléchir à ce que c'est que l'investissement personnel. Si vous savez au fond de vous-même que vous êtes intègre, que vous pouvez apporter une vraie plus-value à la vie des gens. Je mangeais la dernière fois avec le sous-préfet qui me demandait, alors monsieur le maire, c'est quoi pour vous le rôle de maire? Je disais pour moi ce serait presque un peu comme un capitaine d'un bateau. Il y a, et Étienne en parlait tout à l'heure, une destination qui semble un peu programmée. Moi je fais en sorte que le voyage se passe le mieux pour tout le monde. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que sur la route, et on sent bien, même l'économiste qui était là, le professeur de faculté tout à l'heure, parlait d'une possible crise à venir à l'horizon. Le FMI le voit à l'horizon 2020, donc c'est pas trop dans longtemps. Je pense que jusqu'au bout, moi je me battrai pour conserver la beauté du fonctionnement de ces institutions républicaines. Vous voyez, j'ai entendu et je comprends qu'on puisse critiquer l'État. Mais l'État, c'est jamais quoi? C'est jamais que des fonctionnaires qui font, en principe, ce que les élus leur disent de faire. Alors faites-vous élire. Faites-vous élire. On va essayer. Faites-vous élire et restez convaincus que vous pourrez donner le maximum de vous-même pour faire en sorte d'en arriver là où vous voulez que ça arrive. Bon, c'est un peu mignon ce que je dis. Ouais, c'est naïf. Moi, c'est ce que je fais sur ma commune. Je lâche rien. Je veille au grain. Les marchés publics sont très transparents. Je ne supporte pas le favoritisme. Je ne tolère pas l'injustice. Il faut savoir remettre les gens à leur place de temps en temps. On ne se fait pas élire pour être réélu. On se fait élire pour faire le boulot, le temps, c'est dur. Voilà. Quand on avait eu une réunion sur l'intercommunalité, tous les maires étaient un petit peu frileux de fusionner à 63, évidemment, parce qu'ils voulaient tous fusionner, mais pas tous ensemble, mais c'était compliqué. Et en fait, il était déjà pressenti que le maire de la plus grosse ville qui était Sisteron, qui est toujours Sisteron, de l'intercommunalité, soit le président de la future intercommunalité. Et la réunion était en fait une réunion théodule où en fait c'était plutôt la publicité pour la liste qui présentait lui, quoi, où tous les futurs vice-présidents qui bizarrement avaient tous eu une fonction de rapporteur de problèmes évoqués.
faisaient le compte-rendu, la publicité de leur action et donc de leur candidature aux futures élections pour l'intercommunalité. J'avais pris la parole et j'avais dit de faire très attention à ne pas confondre une intercommunalité avec une supracommunalité. Tout le monde n'a pas compris. Hein, à l'époque, tout le monde n'a pas compris. Mais là, ils sont en train de comprendre. C'est pas méchant ce que je dis, hein, c'est juste un petit peu dommage. En fait, on est en train de vider les communes de leur sens. Je ne pense pas qu'il y ait une loi qui édicte la fin des petites communes, mais je pense que ça sera un réflexe naturel du citoyen quand il verra sa feuille d'imposition augmenter, quand il verra pas les services augmenter, de dire que la mairie ne sert plus à rien. Et à ce moment-là, on fera la publicité. C'est amener les gens au pied du mur, en fait. Amener les gens au pied du mur. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est essayer de réveiller les gens, de leur parler. Celui qui veut dormir, il dort. Celui qui veut dormir, il dort. Moi, c'est ce que je fais à mon niveau. La dernière fois, j'ai mangé, j'étais à côté au restaurant avec deux personnes du village et je leur ai parlé de cette problématique de l'eau. Ils sont tombés des nues. Et ils sont tombés des nues quand je leur ai parlé de la baisse probable de la valeur de leur bien immobilier. Alors, tant qu'on parle de compétences, de tuyaux et tout, on ne comprend pas, mais quand on dit que ta maison qui vaut 500 000 aujourd'hui, elle ne vendra même pas 100 000 dans une dizaine d'années, là, par contre, ça fait un petit peu la gueule. Et la sous-préfète du 04, je ne devrais pas citer les noms comme ça, mais la sous-préfète du 04 avait fait une publicité extraordinaire pour tout le bon travail qu'on avait fait dans cette communauté de communes du Sisteron et Buèche pour fusionner le plus rapidement possible. On était les plus performants, on était ceux qui avaient avancé le plus vite et peut-être d'ailleurs ceux qui du coup apporteraient le plus d'avancement à sa carrière personnellement. Je suppose qu'ils sont notés aussi au résultat. Eh bien, je l'avais rattrapée dans l'allée. Elle repartait. Je dis, madame la sous-préfète, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on est en train de recréer, est-ce que ça va pas être le retour des féodalités, en fait? Oui, mais complètement. Charlemagne. Mais je l'ai dit un peu fort. Et elle s'est retournée vers moi. Et elle m'a dit, et monsieur, il n'y aura de féodalité que celle que vous construirez. Elle n'avait pas tort. Parce que c'est aussi la responsabilité de l'élu de savoir ce qu'il fait sur son territoire. C'est-à-dire que, en bonne intelligence, on devrait tous dire, restons sur le principe d'une intercommunalité, mutualisons nos forces, donnons des conseils techniques aux communes pour qu'elles puissent mieux fonctionner. Ça, c'est le principe d'une intercommunalité. Mais derrière, la loi NOTRe, elle ne vise plus l'intercommunalité, puisqu'elle fait remonter toutes les compétences des communes à cette dernière. Vous comprenez? Donc, je ne sais pas comment on va s'en sortir. Je ne sais pas comment on va s'en sortir. D'autant plus que, vous savez, le facteur humain est très important. Et de fait, les gens qui sont élus à la direction de ces intercommunalités sont aussi des maires. Sont aussi des maires. Donc, qu'un maire critique l'intercommunalité, puisse avoir l'outrecuidance de demander ce qui, depuis 1995, qu'est-ce qu'a apporté comme service l'intercommunalité aux citoyens? Zéro. En service rendu à la population? Zéro. Vraiment. Le problème, c'est que quand vous vous retrouvez vice-président ou président de l'intercommunalité en étant maire, vous n'allez quand même pas dire que ça sert à rien et qu'on est en train de faire disparaître les communes. Vous avez soudain tendance à dire que, mais non, c'est normal, la mutualisation, patati patata, patati patata. Et voilà comment, en fait, petit à petit, les maires qui étaient les plus ardents défenseurs de leur commune vont petit à petit glisser vers l'intercommunalité. Et que les maires qui restent derrière, qui sont aujourd'hui de simples conseillers communautaires, comme moi, au bout d'un moment n'auront plus leur place. Et le tour est joué.
Je voudrais pas finir sur une conclusion trop pessimiste, mais je ne verrai pas laquelle faire. Peut-être dans les ateliers, tout à l'heure, vous avez dégagé des axes ou des pistes. Moi, j'aimerais bien quand même. Vous voyez, je ressens quand même. J'étais vraiment novice en politique, hein. Je me suis toujours intéressé aux hommes politiques. Quand j'étais petit, je les imitais. J'étais pas mal doué d'ailleurs. Mais j'ai compris très rapidement. Au bout de 6 mois, j'avais donné une définition à la politique. Et je me souviens plus des mots exacts, mais ça a interloqué beaucoup de gens à qui je disais qu'en fait la politique, c'était l'art de trouver les prétextes à étendre son influence. Alors il y a une formule, c'est l'art d'empêcher les gens de se mêler de ce qui les regarde. Oui, c'est pas mal aussi. C'est un vieil adage. C'est pas mal aussi. Mais moi j'ai vraiment trouvé que, en fait, les politiques, bien souvent, ne font que trouver des prétextes à étendre leur domaine d'influence. Et en même temps, de ces élus, on en a besoin. Il faut peut-être une refondation, effectivement, de, je sais pas, devoir passer un diplôme de probité ou être surveillé, je sais pas. Parce qu'il y a les élus, et puis il y a l'autre partie. Vous savez qu'à la mairie, il y a le maire, mais l'ordinateur ou le logiciel système, c'est ma secrétaire. Hein. Je ne peux pas faire tourner une mairie moi tout seul, c'est pas possible. Il y a une partie technique derrière. C'est un métier. Hein. C'est pour ça que quand on parle des technocrates et des nanas, des énarques et tout machin. Oui, mais sans les gens qui sont formés pour ça, bon courage. Hein. Pour parler d'économie, il faut un économiste, vous voyez ce que je veux dire. Pour savoir comment gérer un programme de réaménagement d'une place, vous avez intérêt à avoir une secrétaire qui est vraiment douée. Et je vous garantis qu'ils font des boulots qui sont vraiment pas faciles. Moi, je tire mon chapeau à ma secrétaire. J'irai pas plus loin que ma secrétaire, après je sais pas. Mais en tout cas, moi, elle fait un boulot super. Et toute la finesse, en fait, de la tâche et de la fonction municipale, c'est de comprendre, de pouvoir se faire de chouette dans un village, dans une commune, tant que vous n'aurez pas établi un travail de partage et de connivence, je dirais presque, avec cette personne qui détient la technique. Quand la personne qui détient la technique comprend que vous voulez pas son mal et que vous voulez le bien du village, et quand vous comprenez la personne aussi, vous arrivez à faire une super équipe. Mais c'est une équipe à deux en fait. Il y a celui qui est élu et celui dont c'est le métier. Il faut bien veiller à ce que celui dont c'est le métier fasse pas un maire à votre place. Attention. Ça, il faut y faire grandement attention. Et peut-être, imaginons que les élus, au cours des décennies, les députés, vous savez, quand vous avez un député qui arrive et puis qui commence à faire des propositions de loi et tout, mais vous croyez que c'est lui qui l'a écrit dans la nuit mais je veux dire, il y a des mecs qui bossent pour lui, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas les élus, ça fait partie d'un corps. Et moi, en fait, j'aimerais bien, et je sais que le secret, il est là. Le secret, c'est qu'on se reprenne main dans la main le corps électoral, ou électif, je sais pas comment on dit. Électoral? Non, électoral. Le corps électoral, ok. Et le corps technocratique. Et qu'on avance ensemble, et qu'on reprenne le contrôle du pays. Et c'est ce qui m'a plu chez Asselineau, parce qu'Asselineau, c'était un énarque, inspecteur général des finances, plus techno, il n'y a pas un. Voilà. Je le connais bien, il est vraiment techno. Mais ce mec-là a un cœur, il a l'amour de son pays, et pour qu'un énarque vienne vous dire, en filigrane, hein, parce qu'il ne le dit pas comme ça, mais on va se faire mettre. Voilà, pour qu'un énarque vienne vous dire, on est en danger, et
on n'a plus le contrôle nous-mêmes, c'est que c'est grave. C'est que c'est grave. C'est que c'est très très grave. Ça, je sais pas, je ne connais pas toutes les histoires. Mais je dis simplement que quand un énarque arrive à vous dire on n'a plus le pouvoir, on s'est fait dépouiller, c'est comme le maire qui voit filer ses compétences à l'intercommunalité, il y a un problème. Et je pense que ces gens ont la technique, qu'il y en a certainement qui sont honnêtes et qui aiment leur pays, c'est ce que je crois. Je pense que s'il y a un truc à faire, c'est bien à se reprendre par la main. Vous voyez, on oppose toujours les fonctionnaires avec les libéraux, on oppose tout le monde en France. Mais si on voulait tous se prendre la main pour reprendre le pouvoir, moi je pense qu'on peut y arriver. Je pense que c'est très simple. On bosse ensemble. Voilà. On ne modifie pas les institutions républicaines pour ça. Non, on part sur des nouvelles bases qu'on va reprendre le contrôle du pays. Moi je pense que ça peut le faire. Très honnêtement, on ne pourra pas labrer énormément. Je ne vois pas d'autres solutions. Il faut une volonté. Il faut une volonté populaire qui soit forcément portée par des représentants qui ne trahiront pas. Et il faut d'un autre côté des gens qui sont formés à faire tourner le pays et qui l'ont fait tourner pendant des décennies et des décennies. Moi je pense que le secret il est là. Alors s'il y a des énarques et des technos qui m'entendent... Oui, mais à condition qu'on sache bien que tout ça, on le fait dans le cadre d'une force qui s'exerce contre cela, c'est-à-dire la force de la mise en place d'une gouvernance mondiale. Et ça, c'est pris... Je pense que c'est important de reprendre la souveraineté du pays. Ah non, mais je suis d'accord avec vous. Mais il faut savoir que cette force-là, elle est très puissante. Ah oui, c'est ce qui fait certainement. que tous nos hôpitaux partent à la... Bien sûr. Tout ça, Vous savez, on peut même pousser la réflexion systémique, on peut la retrouver dans l'individu. J'ai l'impression que aujourd'hui, la société, pour faire marcher ce principe de dette dont parlait l'économiste et puis Étienne tout à l'heure, on essaie de trouver de la valeur et de la dette et de l'argent dans tout. C'est-à-dire que maintenant, il faut qu'on arrive à mettre un chiffre sur tout. Regardez, avant vous étiez capable de converser avec quelqu'un dans la rue ou avec des amis, en le voyant, en allant manger ensemble et tout. Non, maintenant ça se fait par téléphone portable, par SMS. C'est maintenant vous n'êtes plus capable de communiquer sans quelque chose qu'en fait on vous fait payer ce que vous savez déjà faire. Vous comprenez ? Vous êtes tous capables de cuisiner, de faire de faux plats, de faire cuire des légumes. Oui, si on veut, on peut, mais on n'a plus le temps. Alors on va vous le vendre. Donc vous êtes obligé de payer des... Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Tout est transformé, en fait. Oui, c'est ça, oui. Ce faisant, on perd ses capacités. Oui, bien sûr, on perd ses capacités. Oui, c'est ça. On devient dépendant. Oui, on devient dépendant. Système. C'est pour ça qu'il faut stopper le consommer. Il faut revenir aux fondamentaux. Oui, en partie. Il faut revenir aux fondamentaux, sans non plus tomber, je pense, dans le piège du local-local. Parce que tomber dans le piège du local-local, tout à l'heure Étienne Chouard parlait de la monnaie locale. C'est vrai, déjà ça permet, la monnaie locale, ça permet de comprendre ce que c'est que la monnaie, d'étudier le principe de création monétaire, et c'est vrai qu'on ne l'apprend pas à l'école, et c'est très intéressant. Mais ne nous éloignons pas trop de notre cadre national. Vous voyez ce que je veux dire ? Le franc existait, bon, les conférences d'Asselineau apprennent qu'il existe toujours, en fait, que la banque, la Banque de France a conservé son franc qui s'appelle euro, qui est fongible et convertible au taux de 1 pour 1. C'est-à-dire qu'il y a une indexation sur la monnaie nationale d'origine. C'est-à-dire que, par exemple, l'euro est payé en ce moment... Après, je ne me permettrai pas d'aller trop dans les détails, c'est pas mon métier, mais oui. Sur 2016, l'euro est payé 75 centimes par les Allemands et 1 euro à peu près, 1,30 € par les Grecs. Voilà. Peut-être, je sais pas. C'est ce qui se passe. Ok. Mais donc plutôt rester à une échelle nationale. Et surtout, de grâce, ne critiquez pas, je vous en supplie, ne critiquez pas l'État pour ce qu'il est devenu.
mais parler de l'État pour ce que vous voudriez qu'il soit et ce qu'il a été. Oui. Parce que quand on critique l'État, et c'est là où la critique est très perverse, parce que l'État, c'est la sécurité sociale, c'est le système de soins, c'est les routes, c'est tout. Enfin, c'était, maintenant c'est de moins en moins. Et c'est le seul bien des pauvres, tout à fait. Et l'État, il est là pour nous défendre. Le fait de critiquer l'État, c'est quelque part donner du grain à moudre et accélérer justement cette décentralisation et cette fin de l'État. Je vous donne un autre exemple et puis je m'en arrêterai là parce que je ne vais pas monopoliser la parole. Regardez, par exemple, quand on dit toute la campagne médiatique qui a été faite pour dire que les députés gagnent 7 000 € par mois, qu'en plus on leur paye le machin, qu'ils emploient leurs femmes, leurs sœurs, leurs nièces, leurs beaux-frères, tout le monde, qu'en gros ils font rien du tout, ils servent à rien, mais qu'ils sont surpayés. On sait à qui on le dit. On sait que la majorité des auditeurs à la télévision ne gagnent pas 7 000 € par mois. Donc quand on dit regardez, ces gens ils font rien, on les montre du doigt et on désigne des boucs émissaires. Je veux bien qu'il y ait de quoi critiquer. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je n'interdis pas de critiquer le travail des députés. Je dis simplement que en allant dans ce sens-là, on prépare la disparition prochaine de l'Assemblée nationale et du Sénat. Est-ce que vous vous rendez compte? Tout à l'heure, j'ai entendu quelqu'un qui disait qu'on vivait dans une société schizophréniante. C'était vous? Ouais, il y a un des symptômes de la schizophrénie qui se caractérise par l'audition de voix qui ne sont pas les siennes. Écoutez, commencez à écouter votre voix à vous, plutôt que de vous faire intoxiquer par toutes les choses qu'on vous met dans la tête à longueur de journée. Si j'avais eu la télévision, je pense, je ne me serais jamais présenté à la mairie. Parce que j'aurais pas eu le temps de réfléchir à la maison, j'aurais pas... Voilà. Ça bouffe énormément de temps, ça bouffe la tête. Et surtout, quand on n'a pas la télévision... Attendez, je suis en train de glisser complètement, mais... quand on a la télévision, on se rend compte qu'en fait, ce qu'on vit au jour le jour, elle ne ressemble pas du tout à ce qu'on nous décrit qu'on est en train de vivre. Et il y a surtout plein d'informations qui nous sont données qui ne sont pas nécessaires à une vie correcte et organisée normalement au niveau local. C'est nécessaire justement pour eux. Oui, mais c'est nécessaire pour ceux qui diffusent ces informations-là. Pour nous, oui. Mais je pense qu'on ne peut pas reprendre le contrôle des choses sans avoir repris le contrôle de soi-même. Et attention, j'ai beaucoup de travail à faire sur moi. Mais en écoutant en permanence tout ce qui est distillé, vous voyez qu'en fait on nous fait tirer sur ce qui nous protège, on nous fait tirer sur le système républicain, institutionnel. Moi je comprends pas, il y a une vraie entreprise de SAP. Hein. Et puis on a l'impression qu'en fait on pousse au plus haut niveau des politiques dont on sait qu'on va découvrir des choses désagréables sur eux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quand même une on réalité. valorise le mal. Oui, c'est une réalité, mais enfin, je suis convaincu qu'il y en a quand même qui font bien le boulot. Et oui, mais bien sûr, mais c'est pas la majorité aujourd'hui, sinon ça fonctionnerait. On aurait encore une souveraineté, on aurait encore le maire aurait encore... Mais non, mais je pense que vous avez raison. Je pense que vous avez raison. C'est malheureux, hein, mais je veux dire, c'est un constat. Il y a en haut, tout en haut, une corruption qui s'est mise en place. Et ce qui est en haut, ça ressemble à ce qu'on peut vivre en bas aussi. Et moi, je vois les problématiques. Vous savez, je vais vous dire, j'ai adhéré aux Républicains. Alors, au début, je suis parti. Ouais, je sais. Au début, je suis parti, j'étais apolitique. Mais j'ai toujours été plus tourné vers la droite, quand même. Ensuite, j'ai adhéré aux Républicains parce que j'ai compris que, quand on était maire, il valait mieux avoir un appui pour pouvoir choper 2-3 subventions ou pour avoir quelques facilités pour lubrifier un peu certains engrenages. Voilà. Donc, je vais pas dire que je me suis fait avoir, ça m'a permis de comprendre des choses. Et puis, j'ai été invité à quelques réunions de gouvernance des partis politiques locaux. Et je me suis dit, mais c'est ça en fait un parti politique. Mais si les gens savaient comment fonctionne un parti politique, et excusez-moi de dire qu'il peut être de droite ou de gauche, ou d'extrême droite ou d'extrême gauche,
quand vous comprenez les tenants et les aboutissants, il y avait quelqu'un à table tout à l'heure, je sais pas, elle est partie, qui me disait mais comment ça se fait que, elle disait à son voisin comment ça se fait qu'il y avait des problèmes à l'université d'Aix-Marseille. Et puis la personne qui travaillait à l'université d'Aix-Marseille, elle dit oh, vous savez c'est comme de partout, au bout d'un moment il y en a toujours un qui veut prendre le pouvoir. Eh oui, mais on pourrait s'en arrêter à ce constat humain d'évidence que ça fonctionne toujours comme ça finalement, il y a toujours le facteur humain qui intervient. Et bien si vous voyez ce que c'est qu'un parti politique, et si les gens qui sont dans la rue, derrière leur télévision, qui regardent ce que le maire ou Hollande ou n'importe qui raconte, s'ils savaient ce que c'est qu'un parti politique, mais je mets mes deux mains à côté qu'il y aurait des morts à tous les coins de rue. Non mais sérieusement. Sérieusement. Mais développer, mais c'est qu'il n'y a absolument aucun développement d'intérêt commun. C'est que des histoires de qui c'est qui va prendre le contrôle du truc, et ben attends, non mais il faut court-circuiter celui-là, et l'autre, bah ouais, c'est ça, oui. Parce qu'en fait, plus vous montez dans la hiérarchie politique, et plus en fait vous êtes déconnecté de la réalité. Et plus en fait les enjeux sont totalement n'ont plus rien à voir avec le bien commun. C'est quand vous êtes un maire d'une petite ville ou d'un petit village, vous avez une conscience, vous avez une obligation de conscience, vous croisez vos électeurs tous les jours, vous croisez la mise. Moi j'ai vécu à Paris, j'ai vécu, enfin je dirais pas où j'ai, rue de Bellechasse, à côté de l'Assemblée nationale. Il y a un vrai décalage. Et en plus, comme disait madame, il y a une schizophrénie qui s'est installée dans l'esprit de ces gens-là. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment de bonne foi, sincèrement, l'illusion, le sentiment que ce qu'il faut, c'est bien pour le bien commun. Et ils le font d'abord pour eux. Oui. On va faire un petit tour. Juste une dernière chose, je finis simplement sur ce transfert de compétences sur l'eau et sur le fait que petit à petit on recule l'échelle de représentativité démocratique à un niveau plus éloigné du citoyen. Qui c'est qui décide sur un territoire de la manière la plus aisée, à moins d'avoir un génie brillant au pied des idées duquel tout le monde se prosterne? Non, c'est celui qui a plus de fric. D'accord? C'est toujours celui-là qui dirige. Donc, est-ce que vous ne croyez pas, petit à petit, parce qu'il y a des gens localement qui sont aisés, il y a une plutocratie locale, qui pense qu'elle pourra toujours parler à l'oreille du suzerain, et donc elle pourra se placer. Je parle cash, là. Répétez pas ce que je dis. Ok, elle le croit, et ça sera peut-être vrai les premiers temps. Mais au bout d'un moment, qui c'est qui va être écouté par le suzerain? C'est évident que c'est les grands groupes. Quand la compétence de l'eau et l'assainissement sera transférée à l'intercommunalité, quand l'intercommunalité, qui sera déjà endettée avec des difficultés budgétaires, verra que techniquement c'est beaucoup trop compliqué de mutualiser toutes ces données sur les réseaux d'eau, qu'avec les anciens employés communaux qui connaissaient et tout, on n'y comprend rien par où ça passe, d'où ça vient, les analyses et tout, c'est super compliqué. De grâce, nous qui pensons à notre prochaine élection, on va pas se prendre les pieds dans le tapis, on va appeler Veolia, puis ils vont nous faire un petit devis. Et puis c'est terminé. C'est terminé. Et comment lutter contre ça s'il n'y a aucun d'entre vous qui... La suprématie de l'argent. Vous avez dit mais comment lutter contre ça? vous ne pouvez pas abattre la suprématie de l'argent. Parce que même dans une société sans argent, il y aura toujours quelqu'un qui va prendre le pouvoir. Un coup de poing, un coup de mitraillette. C'est super compliqué. On va faire peut-être un petit tour pour que tout le monde puisse s'exprimer. Monsieur le maire pour répondre aux questions. Et après, on passe aux ateliers, si vous voulez bien. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui voudraient poser une question ou avoir des précisions sur ce qu'a dit monsieur le maire? Abattre la suprématie de l'argent, ça ne me paraît pas possible. Par contre, avoir suffisamment de conscience personnelle pour faire passer la volonté du citoyen avant, là on est d'accord. Que ça redevienne juste un outil d'échange et non pas... Il faut que la force des idées reprenne le dessus sur la force, je pense. Il faudrait. Monsieur le maire, j'aurais donc une petite question. Donc, vous avez dit que vous étiez... Je pense qu'on peut applaudir monsieur le maire. Non. Il n'y a pas de quoi. Pas de quoi applaudir.
Votre venue était précieuse justement par rapport à ce qu'on a ce matin. Mais ça m'a fait plaisir parce que la dette, c'est très abstrait. ouais, ça fait le lien. Ouais, ça fait le lien. Merci beaucoup. Merci. Donc, déjà, merci pour votre intervention et merci d'être venu depuis le 04. Hein, non, 05. 05, ouais. Non, mais bientôt ils vont fusionner. Donc, Ouais. Justement, il faut lutter contre ça aussi. Non, il y a un truc qui me paraît aberrant dans l'intercommunalité, dans lequel votre commune s'est retrouvée, c'est le fait qu'il y ait une ville comme Sisteron, parce que c'est quand même une grosse ville, c'est un gros village. J'ai 7000 habitants. Oui, c'est quand même C'est une petite ville. Parce que moi, je me rappelle, je faisais souvent la route Nice-Grenoble. Sisteron, il y a plusieurs sorties d'autoroute, donc c'est quand même assez. Parce qu'ils voulaient pas aller à Digne en fait. Hein, voilà. Mais Si ça passe, qu'on va tous à Digne en fait. Et oui. Mais donc, moi, je trouve que du coup, ça fait un déséquilibre énorme entre la ville de Sisteron et votre village. C'est un déséquilibre qui est quand même faramineux. C'est-à-dire que la ville de Sisteron, elle a des problématiques qui n'ont rien à voir avec celle de votre village. La ville de Sisteron, elle engrange 5,5 millions d'euros par an de taxes professionnelles. Ah oui. Ouais. Moi, c'est 50 000. Donc ça Ça veut veut dire dire c'est une question intéressante. Et là encore, il y a quelques mois de ça, j'aurais apporté une réponse beaucoup plus tranchée en vous disant vous avez raison, on va se faire manger. Hein, c'est ça. voilà. Surtout que les petits, vous savez, les maires des petites communes, c'est un peu des agneaux, et les agneaux, on sait ce qui leur arrive à Sisteron. Il aurait fallu faire attention. C'est super compliqué. Ce que je vous ai pas dit, c'est que quand il y a eu l'élection du président de l'intercommunalité, je me suis présenté contre. Là, c'est pas passé cette fois par contre. Mais j'ai quand même eu 19 voix sur les 80 et quelques, 90, 80, je sais plus, 91. C'était pas mal. En tout cas, c'était une voix de plus que l'ensemble des voix de la ville de Sisteron. Donc symboliquement, ça voulait dire quand même que il y a une résistance, un embryon de résistance. Après, c'est compliqué, c'est pareil, j'ai assisté à des réunions, enfin, je me souviens, je suis allé à une réunion où je devais pas, vous diffusez pas ça par contre, une réunion où j'étais pas censé intervenir, et j'y suis arrivé, j'avais dit que je serais pas là, et puis j'y suis allé quand même. Et en fait, c'était avant les élections, en fait, ils avaient ouvert le champagne, et ils buvaient à leur élection, quoi. En fait, ouais, en fait, c'est facile. Moi, j'ai assisté, je sais comment on achète une élection, en fait. Hein. Vous faites une liste de gens, alors évidemment, vous invitez les plus rotors à travailler avec vous, comme ça vous les mettez dans la poche. Vous leur promettez monts et merveilles, vous ouvrez le champagne, et puis après, vous dites, ben voilà, il y a cette liste qui se présente, qui est contre. Et là, tout le monde est comme ça. Il n'y a personne. Et moi, je me suis levé, ce jour-là, encore un petit coup d'inconscience, et je dis, ben moi, je me présente. Bon, j'ai fait 19 voix. Sisteron, tout le monde a eu peur qu'il mange les autres communes. Ça ne va pas se passer comme ça. Je pense qu'il va y avoir aussi la crainte de la ville de Sisteron de se faire dépouiller de sa richesse par les petits maires qui vont creuser pour prendre de la richesse à Sisteron. Mais ce que je veux dire, la guerre va être totale. Par contre, je pense que les choses vont évoluer à partir du moment où il y a un truc très important certainement qui va arriver, ça va être les élections sans fléchage en fait des responsables de l'intercommunalité, parce que pour l'instant c'est les maires des communes, mais rien ne dit qu'un jour le législateur va pas dire à la population du territoire votez pour les élus que vous voulez mettre à l'intérieur de cette intercommunalité, vous voyez. Et là, ça va plus du tout être les maires. Voilà, c'est ça. Donc là, ça va être les grosses villes qui vont avoir la prépondérance. Et une fois qu'elles auront la prépondérance au niveau des sièges, là, par contre, pour le village de Babelwed, au bout de la communauté de communes, c'est terminé, quoi. Ça sera terminé. Ça va prendre encore un peu de temps. Mais effectivement, oui, ça peut paraître comme une aberration. Mais c'est pas la dernière étape. La prochaine étape, ça va être la fusion de Sisteron et de Digne. Vous voyez, oui, c'est ça, oui. Et ouais, vous savez, quand François Asselineau il parlait des futurs pontis,
à l'américaine. Ben, c'est ça en fait. Et ça c'était dessiné sur des documents de la région qui s'appelle le SRABET. C'est le schéma régional d'aménagement du territoire durable. Dès qu'il y a durable, il y a un truc qui va pas. Dès qu'on parle de quelque chose qui est durable, ça veut surtout dire que ça va remplacer ce qui existe. Quelque chose qui est durable, c'est que c'est fait pour remplacer. Le développement durable. Donc c'est des projets prédéterminés quand même, on peut considérer que ça fait déjà longtemps que c'est déjà en place. Bah oui, parce que sur les documents, il est marqué l'avenir du territoire à l'horizon 2030. Et la parole est à Geneviève. Oui, monsieur le maire, j'ai beaucoup d'admiration pour votre courage. C'est gentil. Et je vous remercie d'être venu nous voir, ça nous fait du bien. Parce que nous, à Nice, nous sommes martyrisés. C'est-à-dire que nous étions niçois, maintenant nous avons une métropole, nous ne savons plus où est le pouvoir, mais nous savons où est l'argent. Cela étant, moi je m'insurge contre plusieurs choses. Premièrement, contre le régime des partis. Je m'en prends aux partis, mais pas aux députés. Les députés sont les otages des partis à cause du régime des partis. Et j'entends quelquefois des députés que j'aime beaucoup et que j'estime beaucoup, comme Jacques Millard d'ailleurs, qui vous dit au passage par discipline parlementaire. Et ça, je n'admets pas ça. Je dis que la discipline de M. Millard, c'est d'écouter ce qu'on voulu, d'écouter ce que disent les citoyens qui lui ont donné le pouvoir. Parce que le pouvoir, il est entre les mains du peuple et pas entre les mains des partis. Donc ça, il faudrait quand même que les hommes politiques se remettent bien ça dans la tête. Et c'est pas faire du poujadisme, parce qu'à force de ne pas vouloir faire du poujadisme, de taper sur les institutions, les partis, eh bien on va avoir tout volé. Et ici, en Nice, nous allons nous retrouver en Occitanie. C'est-à-dire que je ne serai plus française. Je ne peux pas admettre ça. Et en définitive, quand monsieur j'allais dire Escrosi, mais au fond c'est pas loin de la réalité, a été élu. Est-ce qu'il m'a demandé si jamais j'avais voté pour lui comme maire de Nice, si j'étais d'accord pour l'intercommunalité qu'il a créée? Est-ce qu'il a demandé aux gens de Carrosse s'ils étaient d'accord pour entrer dans cette intercommunalité, y compris les citoyens des 25 villages qui forment la métropole? Pour moi, ça, c'est un abus de pouvoir. Aujourd'hui, j'en reviens à me dire que je ne suis souveraine que le jour du vote. Le lendemain, je ne suis plus souveraine. Et en définitive, il faut bien qu'on soit conscient de ce que devient la politique. C'est pour ça qu'il y a d'abstention. Je fais quand même remarquer aujourd'hui ici que le premier parti de France, c'est le parti des abstentionnistes, et que j'en fais partie, sauf cette fois-ci où j'ai voté bien sûr pour Asselineau et où j'ai été moi-même députée. Mais je vous signale que dans mon candidat, oui, pardon, excusez-moi, je prends mes rêves pour des réalités, c'est pire que de la schizophrénie. Bravo d'avoir essayé. Oui, c'est ça. Mais je vous signale quand même que dans mon quartier où on connaît bien, on ne sait pas me situer parce que je suis essentiellement gaulienne, donc c'est difficile à situer. Mais il y a une personne dans mon bureau de vote qui a voté pour moi, c'est moi. C'est quand même grave ça, parce que je suis dans mon quartier depuis 40 ans et qu'on me connaît. Ça veut bien dire qu'aujourd'hui, c'est le parti qui nous dirige. Voilà. Donc, je fais remarquer ça à vous peut-être, vous le savez, mais aussi à mes concitoyens qui sont là, parce que, en fait, c'est scandaleux qu'on ait fait quand même, nous sommes le parti qui a présenté le plus de personnes, de candidats dans la France. Et nous n'avons jamais été interviewés par un journal. Personne ne m'a demandé qui j'étais, d'où je venais. La seule chose qu'on m'a dit, c'est que je m'appelais Geneviève Blache. On a dit mon âge, 76 ans, j'ai pas honte de le dire, et que j'allais dans une réunion qui s'appelait Roméo. Dans Nice, je ne sais pas si quelqu'un connaît ce que c'est que l'école Roméo, mais c'est quand même assez injurieux. Voilà. On n'a pas osé ajouter que j'étais seulement une femme. Voilà. Alors, si je peux me permettre, je vais ajouter un petit point à ça, si vous voulez
bien, vraiment. Allez-y, non. Je pense que ce que vous avez dit là, pour Sisteron, et ils ont raison d'avoir très peur, et je dirais même que Digne et Sisteron auraient tout à fait raison d'avoir peur, parce que ce qui va se passer, c'est la disparition de tout ce dispositif. Je pense que ce qui est prévu à une date prochaine, c'est les grandes régions, on l'a déjà vu. Donc les départements vont disparaître théoriquement, pas tout à fait parce qu'il y a eu une opposition. On passe commune, département, État à intercommunalité, région, Europe. C'est ça. Donc cet objectif... Tant que vous n'avez pas compris ça, vous n'avez pas compris. Voilà, c'est ça. Je crois que c'est ça qu'il faut bien avoir présent à l'esprit. Oui, et puis vous verrez que vous serez couplé avec la Lombardie. Voilà. Ici, on est avec la Lombardie. Et l'objectif, c'est quoi? Parce que le problème, c'est quand on parle à des gens ici, comme disait Geneviève, bon, voilà, c'est facile à faire. Mais nous, on a des contacts avec l'Italie. On va à Ventimille à 10 minutes, on connaît bien les Italiens, on n'a aucun problème avec eux, on dit mais ce sont nos amis, on a la même culture, on a regardez les devantures d'églises, là, vous savez, les frontons des églises, c'est les mêmes. Vous regardez les petits journaux niçois, etc. Bon, la Ligurie et le comté de Nice, c'est pas très éloigné, même la Provence, si vous voulez. On est tous du Sud. Mais le problème, c'est quoi? C'est l'État, vous disiez tout à l'heure. L'État, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est nous. Les services publics, qui c'est qui les donne? C'est l'État. C'est-à-dire nous. Ce sont nos impôts qui financent les services publics. Les services publics, qu'est-ce que c'est pour aller très vite? Très vite. Eh bien, vous avez dit l'État, mais on pourrait dire aussi, c'est le seul bien pour ceux qui n'ont rien. Un service public de l'eau, vous l'avez très bien dit. Le service public de l'eau, c'est essentiel. Eh bien, qu'est-ce qui fait en sorte que les gens qui habitent le village de Montialmont ou d'autres villages du même type, eh bien, c'est parce qu'il y a des maires, il y a des communes, il y a des conseils municipaux qui s'occupent de tout ça. Alors, quand on veut faire en sorte qu'il n'y ait plus d'élus locaux, parce que ça coûte cher, c'est une aberration. Si on regarde, entre guillemets, les revenus d'un maire, eh bien, c'est ridicule. Service public, en fait. C'est ridicule. Avoir une mairie, c'est un service public. Par contre, moi je sais, dans le village dans lequel je suis, bon, ben, on n'est pas forcément du même avis politique, mais s'il y a une canalisation d'eau qui casse à 3h du matin, on téléphone à 6h, le maire est là, ou le premier adjoint, il est là à 7h, et puis on fait en sorte que ce soit demain, on va donner ça à des experts, à Veolia par exemple. On appuiera sur un bouton, comme ça s'est passé pour EDF, vous savez. Il y avait EDF partout, avant. Maintenant, vous avez une borne. La borne, ça vous renvoie où? Peut-être au Sénégal, peut-être ailleurs, peut-être même en France, je ne sais pas. Vous avez une voix qui n'est plus du tout humaine, qui vous dit attendez, etc., etc. Puis et après, hop, ça fait bip, 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 c'est fini. Et si jamais vous avez une réponse, ben, vous savez, là, on est surchargé, pour ne pas dire surbooké, et on va venir. Quand? Ah ben, on fait ce qu'on peut. Peut-être dans 15 jours. Vous voyez? Voilà la différence qu'il y a entre les élus de proximité. Ce que je veux, c'est pour ça qu'il est très important dans cette assemblée-là, qu'il y ait eu monsieur le maire qui soit venu, parce que c'est vraiment le premier magistrat d'une commune. Hein? C'est celui qui fait aussi office de police judiciaire. Hein? Donc, il y a des fonctions importantes aussi, et monsieur le maire l'a très bien dit. Il suffit de vouloir les exercer. Ça ne veut pas dire que c'est facile, hein, loin de là. Hein. Mais je crois qu'on a perdu de vue ce qu'est un élu, qu'il soit local ou national. On nous rabâche constamment que, vous l'avez dit tout à l'heure, à propos des députés et des gens, ils sont tous corrompus. C'est vrai qu'il y a des corrompus. Mais dans la vie de tous les jours, vous croyez que le chef d'entreprise ou n'importe quel professeur d'université ou de je sais pas quoi, il y a aussi des corrompus là-dedans. Il y a aussi des incompétents, il y a des gens qui volent dans les caisses, c'est partout, c'est la nature humaine, tout simplement. Alors pourquoi on fait cette campagne? Eh bien pour remplacer les élus par des technocrates, mais dans le mauvais sens du terme. Des gens qui vont s'occuper, qui vont être payés par des grands groupes. Veolia, c'est très simple. Une fois qu'ils auront pris le contrôle de toutes les régies communales, ils fixent le prix qu'ils veulent, n'est-ce pas? Ils vont même faire en sorte qu'ils puissent fixer
et qui font une pénurie d'eau, je ne sais pas, vous Mais savez. c'est déjà le cas. Vous savez, tout ça, c'est possible. C'était le principe des grandes surfaces aussi. Regardez, dans les années 80, quand tout le monde s'est extasié qu'on puisse payer 1 kilo de confiture 4 fois moins cher que dans la, comment on appelait ça, la droguerie, non pas la droguerie, l'épicerie, voilà, merci, dans l'épicerie locale. Tout le monde disait, c'est formidable, formidable. Et ben déjà, quand je faisais, je me souviens, j'avais le chariot à la main, genre là, et j'étais gamin, hein, et je me disais, mais le jour où il n'y aura plus qu'eux, ils vont monter les prix. Bon, après, il y a l'idole qui ouvre et tout. C'est déjà le cas. Ok. Et ouais, c'est déjà le cas. Et ça fait quelques années. Ouais, et c'est pour ça que tout à l'heure, je disais à madame qui disait. Oui. Je voudrais faire un lien, si vous me permettez. Alors, je termine. La carte des régions, des euro-régions qui vont être faites. Les euro-régions, je termine avec ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est quoi? C'est que la sécurité sociale, les services publics qui sont garantis par l'État, par notre État, notre État-nation qui s'appelle l'État français, eh bien, il ne sera plus garanti après. Ça veut dire que les multinationales vont prendre le pas. Quand on est plus petit, c'est plus facile de diriger que quand c'est un État à qui on a affaire. Je crois que c'est un des intervenants de ce matin qui disait que le bon niveau, voilà, c'était M. Teboul, à propos de Marx, je crois, il disait que le niveau pertinent pour s'opposer aux grandes multinationales, eh bien, c'était le niveau étatique. C'est tout. C'est mathématique, c'est tout. À partir du moment où il y a des micro-régions, où il y a même des métropoles, eh ben, ça sera fini, terminé. Alors c'est bien, vous dites ça. Voilà, Si vous ce document-là, il y en a très peu, mais il sera à votre disposition là-bas. Voilà. Par rapport à ce que vous disiez, c'est-à-dire en fait le seul interlocuteur qui puisse tenir la route par rapport à par exemple la grande distribution, c'est l'État. Hein, on a des bons exemples, je vais faire la triangulaire entre ce que vient de dire monsieur par rapport à la grande distribution. Alors c'est constaté, hein, une fois qu'ils ont pris le territoire et qu'il y a 3-4 familles qui se partagent le gâteau, c'est-à-dire entre Leclerc, Mullier, Bernard, donc de chez Carrefour, etc., ils se donnent rendez-vous entre eux. Et ils se disent, dans telle région, tu vas augmenter le prix parce que moi je suis trop haut et j'en vends pas assez. Oui, bah en contrepartie, il y a déjà eu des condamnations, il y a eu des amendes pour entente illicite dans la grande distribution. Et je rebondis sur ce que vous venez de dire, madame, parce que ça rejoint ce qu'elle disait, à parler du poujadisme. Le poujadisme, Pierre Poujade, qui avait été considéré comme finalement quelqu'un de complètement dépassé, qui était complètement naze, on n'était pas dans le sens du monde. Il avait envoyé 50 députés à la Chambre. Sachez qu'en 1974, en Italie, ils ont voté une loi pour interdire l'implantation de la grande distribution alimentaire. Résultat, en 2017, à l'heure actuelle où je vous parle, il y a plus de 1500 hypermarchés en France, répartis par 4 familles, de plus de 5000 m² de surface de vente. Et en Italie, il y en a moins de 150. Et je reviens sur 82, l'implantation de la malbouffe, ce qu'ils appelaient les McDonald's, l'implantation des fast-foods, c'est aussi un élément important. Il y en a plus de 1800 en France. En Italie, ils ont fait une loi en 1981 pour les interdire. Il y a moins de 150 fast-food américains en Italie. C'est-à-dire que ce qu'on appelait du poujadisme dépassé, ou voire même xénophobe, ou je ne sais quoi, en 1974, à l'époque du poujadisme, eh bien aujourd'hui, ça se révèle être une vraie réussite dans d'autres territoires de l'Europe. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Voilà. Je ne sais pas, vous voulez répondre on prend encore une ou deux questions, parce qu'après, peut-être, on va faire les ateliers, parce qu'on a pris un peu de retard. Je ne sais pas, monsieur le maire, vous voulez répondre? Moi, je n'ai pas de problème. Est-ce que vous avez une question? Veolia, dans combien de pays sont représentés? Alors, Veolia, c'est une entreprise mondialisée. Hein. Non, mais bon, après, Veolia, ils font travailler du monde. Moi, je connais des gens chez moi, dans mon village, qui travaillent pour Veolia. Ils donnent de l'emploi aussi. Le problème, c'est qu'on change le pouvoir de main. C'est-à-dire qu'on passe d'un bien public. Dans quelques années, tout le monde travaillera pour une entreprise privée. Il y a des gens qui sont incommodes de travailler pour une entreprise privée. Il y a certainement des salariés dans la salle. Mais pas pour des biens de service de tous les jours qui étaient publics, quoi. Je sais pas. Il y a l'égalité devant la santé, devant... Bon, moi, je voulais juste dire quand même que McDonald's, les gens votent avec leur fourchette. Oui. Et les grandes surfaces, les gens votent avec leur caddie. Oui. Ben Oui, mais il y a eu de la résistance dans d'autres régions. Non, mais c'est tout, quoi. C'est pas le McDonald's, c'est pas le problème de loi, c'est un problème de marché. Mais si, ça a marché, ça a marché. Attendez, on va... Madame, C'est aperçu
C'était en production. S'il vous plaît. Avec notre caddie, mais si le putain c'est Carrefour et Lidl. Oui, c'est ça. On vote avec nos caddies, mais justement, il semble que dernièrement, on se soit aperçu que les hypermarchés étaient en déclin sur leur vente. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Alors, on a cru d'abord que c'était parce qu'il y avait un manque de pouvoir d'achat. Et en fait, non. Les gens dépensent pareil, ils dépensent ailleurs. Au point même que Carrefour, etc., commencent à racheter toutes les petites supérettes parce qu'on leur a dit, leurs commerciaux, leurs machins, que ça marchait moins bien, les gens ne voulaient plus d'hypermarché. Donc il y a une prise de conscience qui se fait, heureusement. Elle est lente, mais on peut espérer un effet boule de neige, et ça c'est mon côté optimiste, on va dire. Mais voilà. C'est pas vraiment une prise de conscience. Le gros problème, c'est que les carrefours, les mini-carrefours, ça s'appelle Carrefour Market ou des trucs comme ça. Ça veut dire que la langue française est aussi déniée. Voilà. Oui, bien sûr. Ailleurs, on a acheté chez Naturalia, on a acheté du bio, on commençait à acheter du local. Il y a un changement vraiment, c'est pas juste acheter sur la supérette. J'aurais une question un peu, enfin pas compliquée, mais qui me touche personnellement, c'est peut-être pour ça que ça me vient tout de suite. Pour éviter justement que des grands groupes mettent la main sur, bon, on va dire l'eau, hein, puisqu'on en a parlé, je crois qu'à Nice on a fait l'inverse, on est passé de Veolia à la régie municipale de l'eau. Est-ce que le passage en régie est peut-être la solution à ces problèmes-là? C'est vrai que je ne connais pas tellement bien le fonctionnement de la régie, d'une régie. Alors, si vous pouvez nous donner deux mots d'explication sur le fonctionnement d'une régie. C'est une volonté politique hein, de passer en régie. C'est une délibération du conseil municipal. Voilà. L'avantage, je dirais qu'il est au niveau du coût pour l'usager. Si vous faites une régie, c'est-à-dire si vous faites travailler des employés municipaux et si vous assumez vous-même le budget de l'entretien et de la distribution d'eau et les responsabilités qui sont inhérentes, et si au final le mètre cube vous revient à 5 € alors que Veolia vous le tire à 2, vous avez perdu. Si par contre la régie, en l'ayant essayé, vous coûte 2 € le mètre cube, et si pour des raisons sanitaires ou de complexité administrative ou de restructuration des services, vous préférez passer en régie et que Veolia le fait aussi à 2, c'est pas bien. Mais ce que je veux dire, si c'est pas à 3. Ça dépend de la structure. Hein. Oui, ça dépend de la taille. Parce qu'à Nice, Attendez, il y a monsieur Michel. la régie a repris l'intégralité du Oui, mais à Paris, ça avait été le cas aussi. Ça avait été privatisé, ça avait augmenté de 30%, je crois. On était sous Chirac, je crois. Puis après, c'est repassé en régie. Ouais. Et puis, il y avait le moitié nord, c'était Suez. Et puis l'autre, c'était Veolia ou je sais plus trop quoi. Ah oui, mais ça ira pas en baissant. Croyez-moi, Claude, ça ira pas en baissant. Elle est passée en régie, j'ai payé plus cher. Oui, mais c'est pas nécessairement grave que ça passe un peu plus cher. Parce que si effectivement, comme vous dites, les salariés de la régie vivent localement autour de chez vous, ça génère de la richesse. Donc, fondamentalement, vous êtes un petit commerçant, vous êtes un garagiste, et les gens qui travaillent à la régie, même si vous payez un petit peu plus votre mètre cube d'eau, par exemple de 10-20%, ben, en fait, ceux qui travaillent à la régie, elles sont à côté de chez vous, vont venir apporter leur voiture à réviser dans votre garage ou faire vos courses dans votre magasin d'alimentation. Hein. C'est pas pareil qu'une centralisation qui est faite à Paris où il n'y a pas de contact et que vous avez quelques salariés, comme vous dites, chez vous dans votre village, qui travaillent pour Veolia, mais voilà, c'est pas pareil, hein, ça dépend. Hein. C'est pas toujours. C'est pas parce que le mètre cube est légèrement plus cher dans une régie que c'est une perte pour la ville. Hein. Ça veut dire qu'elle garde aussi Il y a Michel. Voilà. son argent Alors, sur cette place. ça n'a rien à voir avec la gestion de